Good. Salut tout le monde. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais faire une petite intro. Similaire comme j'ai fait la dernière fois, à la base, moi, je suis pas un gars genre créatif ou you name it. Puis généralement, le monde associe ça au front-end. J'essaie d'avoir plus une approche de dev, puis essayer de me trouver des règles, puis de vraiment expliquer un peu ce qui se passe. Puis quand je le comprends, bien là, je réussis à faire des trucs plus nice. Puis généralement, l'animation, c'est quelque chose qui est quand même plus au feeling. C'est dur d'écrire c'est quoi une belle animation. T'en vois une, t'es comme ah, ça c'est nice. Mais autre que ça, c'est quand même dur à quantifier. Puis le contraire, quand une animation est pas nice, elle ne fonctionne pas bien, ça peut avoir un effet assez négatif sur ton app. Là. Ton app peut avoir de l'air buggy, lente, whatever. Puis dans le fond, c'est juste une animation qui a été mal faite. Puis encore là, c'est dur à quantifier. C'est une anime, là, je veux dire, des trucs qui bougent, puis ça a un effet indésirable. Pour montrer ça, j'ai un petit exemple. Vous pouvez sortir vos selles. Si vous pouvez scanner le code QR, ça va ouvrir une app. Oui, c'est nice, hein? Ben oui. C'est quand même des fichiers. C'est comme quand, avec les poussettes, je ne sais pas si les gens sont rendus là, mais les poussettes au-dessus des porte-bières. Quand même nice, ça aussi. Ah oui. Je sais pas, moi, je mettais une bière dedans, mais en tout cas. Good. Fait que dans le fond, ici, sur ça, vous avez une app avec deux boutons qui ouvrent deux dialogues. Le premier, puis le deuxième. La question que j'ai plus à se poser, c'est laquelle qui est l'animation la plus longue? C'est-tu la A ou c'est la B? La A? Right, c'est exactement la même longueur. Mais pourtant, on dirait que la A est incroyablement plus lente. C'est juste un feeling ou comment on explique ça? On va y revenir. Puis idéalement, dans genre 5 minutes, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi une animation? Un anime, c'est juste trois choses, en fait. Tu as une valeur. Souvent, tu as un point de départ et un point de fin. C'est que tu as une valeur que tu veux animer, que ce soit une couleur, une position, une grandeur, you name it. Tu as une fonction qui va décrire comment tu te rends du début à la fin. C'est que, mettons que tu as une position de 0 à 1, comment tu te rends de 0 à 1 en fonction du temps? Est-ce que c'est une ligne droite? Est-ce que tu fais une courbe? Tu as une fonction qui définit comment tu te rends là. Puis souvent, bien, tu vas spécifier une durée de ton animation. Hein? Puis avec ces trois choses-là, généralement, tu peux à peu près décrire ton animation. Surtout dans le web, là, mon talk ne s'applique pas uniquement au web, mais quand je parle de la texte, c'est un peu plus le web. En CSS, dans le web, tu as deux façons standards de définir tes transitions, tes fonctions pour interpoler. Tu as soit ce qu'on appelle une easing function, que tu as une fonction que tu définis le behavior pour te rendre de 0 à 1, ou il y a surtout des libs en JS qui utilisent des physiques de ressort. C'est comme si tu avais genre une masse sur un ressort, puis ça simule le mouvement d'un ressort, puis ça fait des animations quand même fluides. En premier, tu as les easing en CSS qui sont plus simples, built-in, tu n'as aucun bundle size. Puis ça ressemble à ça. Tu définis 2 points. Souvent, dans ton... ici, tu vas définir ta fonction. Tu définis tes 2 points. Le premier argument, c'est ton point 1. Deuxième, c'est ton deuxième point. Puis en définissant tes 2 points, bien là, tu peux donner une shape à ta courbe. Hein, ici, j'ai les default curves en CSS. Tu en as 5 qui viennent avec. Puis tu peux aussi faire tes courbes custom. Ça ressemble à quoi ces courbes-là? Ça fait quoi? Dans le fond, une des défauts, puis celle que j'utilise le plus, c'est une ease out. Ça fait que ton animation, elle commence plus vite, puis à la fin, elle va ralentir. C'est le fun, ça donne un feeling plus responsive. Quand tu cliques sur quelque chose, tu as une grosse partie de l'animation qui se fait au début, puis après ça, ça ralentit à la fin. Tu as un ease-in qui est le contraire. Elle commence lentement, puis elle finit plus vite. Si
Ease out, c'est mon go-to. Le ease in, quand je dis j'essaie de me donner des règles, honnêtement, le ease in, je ne l'utilise jamais. Je ne comprends pas elle sert à quoi. Il y a probablement du monde qui sont meilleurs que moi qui l'utilisent, mais généralement, ça fait juste un UI qui fait le sluggish, c'est pas une courbe le fun. Une courbe linéaire, quand même straightforward. Souvent pour des animations en boucle continue, genre un spinner, ou sur les pages de marketing, là, des fois, tu as des logos qui glissent en bas. Quand tu utilises une linéaire avec une interaction, ça peut avoir de l'air un peu trop artificiel, un peu trop genre robotique, c'est moins fluide, moins naturel. Pas quelque chose qui est beaucoup utilisé. Sinon, tu as un ease in out ou le ease, les deux, je les mets ensemble. C'est la courbe qui est la plus proche un peu du monde réel, dans le fond. Tu as une accélération et une décélération, comme un char qui avance ou peu importe. Là, on dirait que ton objet a de la masse. C'est vraiment le fun pour des choses qui sont déjà sur l'écran que tu déplaces ou que tu changes un peu. Ça semble naturel parce que dans la vie, les choses ont une masse. Et ça, c'est la ease in out là, qui est vraiment symétrique. Puis ease, c'est asymétrique, un peu plus vite au début. C'est comme un peu un juste milieu. C'est elle, par défaut, en CSS. C'est le fun là, parce que c'est un bon catch-all. Tu accélères et tu décélères, puis en plus, c'est un peu plus rapide au début. Sinon, tu as l'autre option de faire des fonctions custom. Pas utiliser celles qui sont par défaut en CSS, qui est souvent une bonne approche parce que, en tout cas, moi, je trouve que les fonctions par défaut de CSS ne sont pas assez agressives. Ils n'accélèrent pas assez au début, ils ralentissent pas assez à la fin. Je ne suis pas le seul qui trouve ça, là. Il y a quand même beaucoup de monde. J'ai trouvé un blog post d'un des designers de Stripe. On pourra vous donner la référence, là. Puis lui a dit qu'il copie ça à peu près dans tous ses projets, puis il les utilise. Je fais ça maintenant moi aussi, puis c'est quand même le fun. Tu as des ease-out de plus en plus agressifs. Si jamais tu en as besoin. Là, puis plus tard, je m'en viens sur c'est quand on utilise les plus agressives, les moins agressives. Oups. L'autre façon, c'est des animations de ressort. Beaucoup utilisé dans ceux qui ont des iPhones. Apple, c'est des gros fans d'animation de ressort. Une des animes que j'aime beaucoup, c'est une récente, le nouveau Dynamic Island. Là, maintenant, ça fait peut-être 2 ans. Là. Mais je trouvais vraiment bien faite. Puis on voit qu'il y a comme un bounce, là, comme si que ton animation est sur un ressort puis elle rebondit quand elle arrive à la fin. Ça fait vraiment des animations extrêmement fluides, naturelles. Dans le web, on a le problème que ça, il faut que tu le fasses en JS. Fait que là, soit que tu prends une grosse lib, tu causes ton bundle, il y a d'autres problèmes avec du JS. C'est pas natif, en tout cas. C'est ça. Je l'ai parlé avant ma slide. Ça ressemble à quoi définir une animation de ressort? Les libs se ressemblent à peu près toutes. Généralement, tu as 3 constantes. À peu près, tu as une que c'est l'équivalent de si tu avais un gros ou un petit ressort, là, à quel point il est stiff. Tu as l'amortissement. Ceux qui, je ne sais pas s'il y a du monde de char ici, là, c'est comme ton amortisseur. Si tu n'avais pas d'amortisseur, bien, dans le char, tout ce qu'il ferait, ce serait bondir sans arrêter. Puis plus tu as un amortisseur, bien, de moins en moins qu'il bondit. C'est que tu as un coefficient pour amortir, puis un autre chiffre qui simule si tu avais une grosse masse ou pas après ton ressort. C'est vraiment chiant à utiliser. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de définir une animation avec ces 3 chiffres-là. Moi, je n'ai jamais été capable d'en faire une qui a de l'allure. Les ingénieurs chez Apple trouvaient la même chose. Eux sont revenus avec un autre concept. Under the hood, ça utilise les mêmes variables, là. Mais eux, qui ont fait un wrapper, puis c'est quoi, c'est SwiftUI ou SwiftKit, là? Je ne suis pas développeur iOS, là, mais c'est la même chose. Tu définis juste un temps, puis un facteur qu'eux appellent bounce. Ça inclut comme un peu tout ensemble. Puis ton bounce, ça définit à quel point ton animation va rebondir ou pas. Ce qui est intéressant avec cette lib-là, c'est que la durée de l'animation, ils te disent, bien, c'est pas la durée totale de l'animation que tu spécifies. En vrai, la durée, tu ne vas pas la savoir. Ce que tu vas spécifier, c'est, eux, ils appellent ça la visual duration. C'est vraiment la durée apparente de ton animation. Ça fait que là, on a comme un concept différent. Là. On a la vraie durée, puis la durée apparente.
Puis nous, ce qui nous intéresse, comme eux chez Apple, c'est la durée apparente. C'est quoi le feeling de notre animation? Est-ce qu'elle a de l'air d'être vite ou est-ce qu'elle a de l'air d'être lente? Même si, pour de vrai, elle peut être longue, si le feeling, c'est qu'elle est plus vite, bien, ça va être plus responsive. Right? Un peu comme notre modèle de tantôt. Il y avait la même durée, mais il y en a une qui avait une durée apparente vraiment plus courte. C'est quoi ça, cette perceived duration-là? Les feelings, ça s'écrit mal en code. Idéalement, on va être capable de le coder. Une des façons faciles, probablement pas ce qu'ils ont fait chez Apple, mais une des façons quand même simples de le faire, c'est de dire ta durée apparente, c'est quand tu es rendu à 95 de ta valeur voulue. Right? Si tu animes de 0 à 1, tu es rendu à la fin de ton animation quand tu es rendu à 0,95. Fait que là, sur nos courbes de easing, ça pourrait ressembler à ça. Right? Si tu as un ease in out, tu es rendu à peu près à 95 ici, versus un ease in, tu es beaucoup plus loin. C'est qu'on voit qu'une fonction qui ease out a une perceived duration, une durée visuelle plus courte qu'une ease-in, même si ton animation prend le même temps. C'est que là, c'est ça qui se passait avec le modèle. Hein? Au début, on avait la même duration, mais on a une j'ai mis une ease-in vraiment longue versus une ease-out très agressive, puis ça n'avait pas du tout le même feeling. Fait que là, c'est quoi une bonne durée d'animation? Right? Si on veut mettre un chiffre là-dessus, si on n'a pas envie de tout le temps aller au feeling de « Ah ouais, celle-là a de l'air intéressante, celle-là moyen », j'ai demandé à Gemini, right? Les nouveaux modèles sont sharp, puis il nous dit que je n'ai pas juste demandé à Gemini, là, je l'ai pris comme source parce que c'est un beau texte, mais il y a plus d'articles qui sont plus sharp qui ont étudié la réaction humaine. Là. Mais la réaction moyenne d'un humain à un stimuli, c'est environ 150 à 300 millisecondes. Comment on peut utiliser ça? C'est que dans le fond, on se dit, si ma durée perçue de mon anime est plus petite que ça, je ne vais pas déranger mon user parce qu'il n'a même pas le temps de réagir. C'est que je peux faire des animes plus courtes que ça, puis il ne va jamais sentir que l'animation ralentit son interaction avec l'application. Mais il n'y a pas juste ça. Nos yeux, ils ne se déplacent pas instantanément. Il y a une étude là, qui s'appelle le Human Processor Model qui étudiait plusieurs choses et qui essaie de mesurer à peu près tout ce qu'on fait comme humain. Puis une chose qu'ils ont mesuré, c'est à quel point on peut bouger nos yeux rapidement. Puis le eye movement, on est comme dans le range entre 70 à 700 ms. Là, c'est sûr que généralement, notre écran est plus dans notre centre de vision, c'est qu'on n'est pas dans le plus haut range de ça, mais en gros, ce que ça dit, c'est que plus que nos yeux ont besoin de bouger, plus longtemps qu'on peut faire l'animation parce que les yeux de la personne, ils bougent, il n'est pas en train de réagir. Puis, comment on sait si le user a besoin de bouger ses yeux? Généralement, on peut assumer que ses yeux sont où est l'interaction. Right? Si tu as cliqué sur un bouton, si tu as touché avec ton pouce, généralement, tu regardes ce que tu fais, c'est que tes yeux vont regarder là. C'est que s'il y a quelque chose qui se passe sur ton écran loin de ton interaction, tu peux faire une animation plus longue. Genre, si tu as un toast loin dans ton écran, tu peux faire une animation plus longue. En pratique, souvent les animes sont proches de ton curseur. Fait que j'essaie de garder un range perçu entre 150 et 200 millisecondes. Puis si j'ai une animation plus loin ou je veux que ce soit plus longue, je vais vers le 400 à 600. Mais ce qui est important, c'est que ça, c'est vraiment la durée perçue. Tu peux, si tu veux, vouloir donner un feeling plus animé, des animations vraiment plus longues. Tant que tu mets une courbe plus agressive, tu ne vas pas déranger ton user. Une autre chose importante pour faire des animations qui feel good, c'est quand le user interagit avec ton animation. Une anime quand elle s'interrompt ou quand tu le spammes, qu'elle saute ou qu'elle réagit bizarre, ça fait vraiment une expérience de merde. Une des libres que je trouve qui a des belles animes, c'est Sonner. Mettons que je mets le toast. Je ne sais pas si vous voyez. Le bas, mettons je mets top left peut-être, ouais. Qui met des toasts. Ça, là, je peux le spammer si je veux, puis ça réagit toujours bien.
Il n'y a pas de rien qui saute ou peu importe. Peu importe ce que je fais, les animes sont smooth, puis je réussis jamais à faire sauter des frames, sauter des états. C'est une des raisons que ça file smooth. J'ai un autre exemple à vous montrer. Si vous scannez ça, voilà la démo. Si je compare, en CSS, tu as deux façons d'animer. Tu peux soit prendre des transitions ou des keyframes. L'avantage, c'est qu'une transition, elle peut s'interrompre. C'est que si je pèse sur le bouton transition puis je le relâche, bien, le cube il s'anime comme du monde. Versus un keyframe, que là, ça saute. Voir une anime comme ça, déjà, ça te brise. Tu te dis, OK, c'est un site boboche, mal fait, le gars, il ne savait pas ce qu'il faisait. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu veux. Là. Mais c'est vrai, c'est les détails comme ça qui comptent. C'est dans le fond, je dis que les keyframes, c'est de la merde, pas exactement. Mais il faut savoir quand les utiliser. Ils ont des avantages. Tu peux faire pause avec le Web Animation API. Tu peux la poser. Tu peux faire des loops infinis, ce que tu ne peux pas avec des transitions. Tu peux faire plusieurs steps. Si tu as besoin de plusieurs steps coordonnés, plusieurs choix de ton animation, bien, ça va être avec des keyframes. Des animations de scroll, ça se fait mieux en keyframe aussi. Ou une entrée, une sortie qui ne se fait pas interrompre. Mais dès que tu as une animation qui est avec une interaction de user, elle va probablement pouvoir être interrompue, puis tu veux la gérer comme du monde. Sinon, tu auras de l'air boboche. Autre chose à considérer, bien, les librairies de ressort, généralement, eux, ils réagissent toutes bien avec les interruptions. Parce que, encore là, c'est une fonction qu'ils peuvent juste recalculer la prochaine position puis interpoler. Ça fait que ça, c'est si tu es déjà committé ou tu as déjà cette grosse lib-là, bien, c'est parfait, tu n'auras pas ça à gérer. Mais tu as des coûts. Si tu as besoin de choisir, si tu ne l'utilises pas présentement puis tu as un choix à faire, tu as quand même un gros bundle size puis tu as des désavantages d'être en JS. Autre chose, les animes sur le keyboard, genre une command palette ou peu importe, le user tape tellement vite que même si tu les gères comme du monde avec une transition, ça va avoir de l'air bizarre. Les animes de keyboard, j'ai pas encore réussi à les faire comme du monde. En tout cas, je trouve ça a tout le temps de l'air soit lent, soit que ça skip. Je les évite, moi. Une autre chose importante avec les animes, la performance. Ça paraît pas, mais si tu... Ah, c'est l'autre après. Si tu sautes des frames, si tu t'animes pas à 60 FPS puis tu perds quelques frames pour X, Y raison, ça brise complètement l'anime. Puis ça, encore là, ça a l'air d'être boboche, mal fait. Ça empire ton UX, tu aurais été mieux de ne pas en avoir. J'ai une démo ici qui montre... il y aura juste un cube qui va animer. Puis je vous offre un bouton qui bloque le main thread de temps en temps. Ça part à un certain intervalle, puis ça bloque le main thread. Puis ça montre que ce qui se passe des fois quand tu animes en JS. Fait que là, tout va bien. Mais si je commence à bloquer le main thread, bien là, mon anime, elle commence à sauter. Puis c'est vraiment plus smooth comme avant. On dirait qu'on a un problème. Là, c'est vraiment moins smooth. Puis là, je le remets, puis ça retourne à une belle anime. C'est que oui, la performance, c'est vraiment importante des animations. C'est que là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a plusieurs solutions. Ce qui peut nous aider en premier, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on render. Pour l'instant, on a 3 étapes importantes. On a le layout, le paint, puis le composite. Le layout, c'est quand un browser va computer c'est où qu'il place tous ces éléments. Après ça, il va le painter, render l'UI. Puis après ça, il y a une autre layer de composite qui est des choses comme des transforms, des opacités. Si jamais tu changes, tu animes quelque chose dans peu importe laquelle de ces étapes, toutes les étapes après doivent être exécutées. C'est qu'un anime sur le layout, c'est vraiment plus dispendieux qu'un anime sur la dernière layer parce qu'il faut que tu refasses layout, paint, composite à chaque frame. Ça fait que 60 fois par seconde, ça fait qu'à chaque 16 millisecondes. Versus si tu animes un transform ou une opacité qui est juste dans le composite, c'est vraiment plus lightweight puis tu as des meilleures chances de rester à 60 FPS.
c'est qu'idéalement, tu priorises des transforms des opacités au lieu d'aller pour animer une margin ou un padding. Ensuite, animer en CSS versus en JS. Généralement, en CSS, ça va être plus rapide, si tu l'utilises bien. Une grande partie des libs d'animation JavaScript utilisent le Request Animation Frame. Ça roule sur le main thread. Puis ça, si jamais ton main thread est bloqué, bien, il se passe comme la démo que je vous ai montrée. Je l'animais avec Framer Motion, puis j'avais juste besoin de bloquer le main thread, puis je perdais des frames. Versus en CSS, ça roule sur... Si tu utilises les propriétés qui sont hardware accelerated, comme transform opacité, ça roule sur le GPU. Fait que peu importe ce qui se passe avec ton main thread, l'anime va continuer. Je peux vous montrer la même démo de tantôt, où là, j'ai deux animes. J'ai la même en JS avec Framer Motion, puis j'en ai une qui roule en CSS sur le GPU. Puis si tu interromps, même si tu bloques le main thread, on peut voir que l'anime bleu, elle saute, mais elle, en orange, en CSS, il n'y a rien qui se passe, ça reste bien smooth. C'est que ça, c'est une autre chose à prendre en compte si jamais on utilise des libs d'anime en JS ou qu'on anime des choses très lourdes en CSS, on peut perdre des frames. Dernier outil qui est peu connu puis qui est vraiment pratique, c'est ClipPath. J'ai vu une anime de ClipPath sur un blog de Stripe à un moment donné. Je trouve ça intéressant. C'est juste ces tables-là. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui se passe, mais quand tu regardes un peu, j'ai voulu le réimplémenter, puis il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'est que si... Petit truc, il y a un DevTools d'animation qui est le fun, tu peux ralentir les animes. Si je ralentis l'anime, on voit que pendant que le bouton traverse, il change les couleurs des lettres une à une. Il se déplace smooth d'une table à l'autre. Puis en plus, ClipPath, c'est sur le GPU. Ça fait qu'il n'y a rien qui peut faire, à peu près rien qui peut faire cette anime-là plantée. Puis tout ce que c'est, dans le fond, tu peux stacker deux layers une par-dessus l'autre. Si j'enlève mon ClipPath, j'ai deux navbars stackés une par-dessus l'autre dans cet exemple-là. Puis tout ce que je fais, c'est qu'avec le GPU, je clip around un des items. Il n'y a rien qui bouge en DOM, il n'y a rien qui se passe. Tout est sur GPU, puis c'est hyper fast. Il y a vraiment beaucoup d'animes puissantes de genre de screen qui wipe ou peu importe, que c'est tout fait avec ClipPath. Souvent, honnêtement, si vous voyez une anime que vous trouvez malade, qui a de l'air vraiment smooth, c'est probablement avec ClipPath. C'est vraiment le tool go-to qui est genre le Swiss Army Knife qui fait à peu près tout, puis qui est vraiment fast. C'est que si on veut faire une anime performante, c'est souvent mon premier go-to. Ça fait que si je résume ça en 3 points, il y a 3 choses quand même, que je trouve quand même importantes aux animes. Tu veux éviter de ralentir ton user. Fait que tu ne veux pas que ton user attende après ton anime. Quand ton user est en train d'attendre après ton anime, c'est là qu'il va trouver que ton app est slow. Si jamais tu veux un feeling plus animé, des animes longues, c'est le fun, c'est beau. Il y a plein de sites qui le pull off très bien. Tu peux prendre une courbe plus agressive, tu peux faire des animes de même 1 seconde si tu veux. Tu gardes une courbe vraiment agressive pour que la durée perçue elle soit assez courte pour que le user ne sente pas que ça le ralentit. Dès que tu as une animation sur une interruption, il faut que tu gères l'interruption comme du monde. Sinon, fais pas d'anime. Même chose côté performance. Il faut que ton anime roule à 60 FPS. Alors, tout le monde s'est rendu avec des bons ordi. Là. C'est vraiment rare que quelqu'un va voir ton anime et va se dire « Ah ouais, mon ordi n'est pas assez fort ». C'est sûr qu'il va se dire « Ah, l'anime est mal faite ». Même si ça se peut qu'il y a genre un vieux Android et c'est la faute de son cell. Généralement, le monde va se dire « Le site est mal fait, c'est boboche, c'est pas tant mon UX ». C'est qu'il faut prioriser la performance. C'est bien beau que tu as fait une anime malade de genre morpher un truc à un autre. Si tu n'as pas une bonne performance, fais une anime plus simple à la place. Tu pourras avoir quand même un feeling animé. Tu pourras juste faire peut-être un petit transform, peu importe. S'il est smooth, ça va faire meilleur UX qu'une anime qui drop des frames. Question? Yes? Tu penses-tu que, tantôt tu disais
ease-in comme tel, je comprends. Mais mettons un ease-in avec un ease-out, là, tu peux. Un ease-in-out? Un ease-in-out, Ouais. tu peux, mettons, jouer avec une fonction qui a un certain long ease-in. Penses-tu que ça pourrait s'appliquer sur un élément qui est fucking loin, justement? Parce que tu commences ton animation, puis que le user ne le voit pas, mais déjà, comme elle commence tranquillement, fait que ça feel snappy parce qu'elle est déjà ongoing. Plus qu'elle est loin, plus tu peux te permettre de mettre un long ease-in. Ouais. Honnêtement, souvent, moi j'ai comme 2 use cases pour ça. Là. Mais toi, quelque chose qui est loin, ça serait style un toast. Je ferais souvent plus un ease-out moins agressif, right, qui ne commence pas tout de suite. Ou si c'est déjà sur l'écran puis ça se déplace, ben, je fais un ease-in-out, qui n'est pas juste un ease-in. C'est que ça, c'est mais un ease-in tout court, même pas de ease-out, je l'utilise. Ouais, ça, je l'utilise jamais. À moins que, mon autre question, c'est tu penses-tu que quand tu as deux trucs qui s'animent en même temps, tantôt tu avais genre le backdrop qui s'animait, puis le modal. Ouais. Eux, ils ont comme. Il y en a un qui c'est juste un délai, puis l'autre, il y en a un qui est plus long que l'autre. Peut-être que le backdrop ferait du sens d'avoir un ease-in plus long, puis ça garde un exemple. Puis y a-tu quelque chose que quand tu composes des animations avec deux trucs différents, ça fait du sens d'avoir un ease-in? Le truc principal, mettons, sur lequel tu ton focus, Ouais, moi, ça, perso, j'ai jamais eu des bons résultats. Souvent, à composer, je joue rarement sur des curves différentes. Souvent, c'est soit que je vais synchroniser ou mettre des délais. C'est vraiment rare que je synchronise, que je les pars en même temps puis que je mets des curves différentes. Ça a juste de l'air plus de synchro puis moins intentionnel. Parce qu'un délai, ça a de l'air plus intentionnel, c'est que ça a de l'air plus polished, versus est-ce qu'il y a des timés ensemble, mais là, finalement, ils ne fit pas. Ça fait que ça non plus, je ne joue pas souvent avec ça. Possiblement. C'est sûr que là, moi, je suis plus dans un monde de web app. Là. Ouais. Yes. Ben, tu sais, généralement, la courbe de easing, dans le fond, ça imite la physique réelle. Là. Genre, quand tu drops un objet de ta main, il commence à descendre plus lentement que quand tu drops et tu arrives au sol. Fait que si tu voulais éviter sur ton site web de la crafter avec des animations CSS, ça serait ça. Mais ça arrive dans un monde d'app, c'est quand même rare, là, effectivement. À moins que tu veuilles peut-être dropper tes toastés apparaître à gauche, ceux qui droppent en fait à avoir genre d'app qui a Yes. Yes. Tu parles de perf, là, mais tu sais, tu as un Mac One, genre, comment tu fais pour évaluer la performance de tes transitions, là, à part les exécuter sur ton ordi puis vérifier que c'est smooth puis que ça rentre bien? Oui, c'est dur. Quand tu as un Mac, ben, c'est sûr que tu t'ouvres genre plein de tabs et tu le loads en même temps. Ou des fois, tu peux genre rajouter plein de choses qui animent en même temps. Right? C'est que ton anime, ben, tu la mets 100 fois sur ton écran pendant que tu fais tes tests. Tu peux bloquer le main thread si tu veux vraiment simuler ça. Right? C'est facile avec un certain intervalle. Puis sinon, ben, il n'y a rien de mieux qu'avoir un device manuel, là, ce que je n'ai pas tout le temps. Là. Ça fait ta grand-mère. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme la décélération de hardware, fait que ça ralentit volontairement son hardware pour simuler le device son fonctionnement. Fait que mettons qu'on a des use cases à job que notre affichage est trop rapide pour tester nos affaires, on va sur l'angle. Tu as un des browsers de test maintenant qui roule comme 10 instances en même temps, puis là, qui teste tout. Yes, Mike? Ton clip, la manière dont tu gérais où est-ce que le clip était, tu le gères-tu manuellement ou tu as une idée qui le fait? C'est quoi ta logique en arrière? Tu calcules-tu? Ouais, je sais-tu le code proche? J'ai mis une ref sur... J'ai mis une ref sur les items, puis je le calculais manuellement. Je l'ai fait vite fait, là. Mais j'ai mis une ref sur mon élément, puis je calculais mon width. On le voyait sur... je l'ai encore ici. Ça ici, là. Ça, c'est l'actual clip path. Juste avec la ref, tu sais, je ne sais pas si tu es habitué avec le clip path, là. Ça, c'est ton inset, là. Ça fait qu'ici, tu es à 75% de là. Ça fait que quand tu as un ref sur, mettons, paiement, puis tu as son 16, right, c'est que tu mets une ref sur ton paiement, tu as son 16, puis tu as le 16 du parent au complet. C'est que tu peux savoir, bien, lui, il est combien de pourcentage du parent, puis là, tu peux faire ton offset de là. Puis même chose, tu le fais chaque barre, là, même chose pour lui, bien, à chaque barre, tu check c'est où qui commence, c'est où la fin, c'est quoi le pourcentage du parent, puis tu te déplaces jusqu'à là. Pour penser à ça, responsiveness avec des trucs mais c'est un pourcentage sur une grosseur, ça va varier si c'est
c'est-tu chiant un peu? Genre une navbar comme ça? Ouais, Ben, quand, mettons là, ton 49% de la taille totale, ça fait bien avec la grosseur de ça, mais mettons que tu shrinkais, puis c'est des petites cases à l'intérieur de notre petit pourcentage qui changerait peut-être. mais il recalculerait, là, vu que tu calcules juste un pourcentage. Là. Où ça vient chiant, c'est, admettons que là, il ne fait plus vertical, il faut que tu changes horizontal. Là, mais tant qu'il fait de vertical, ça, c'est pas la fin du monde. Là. Ouais. Ça se fait modifier les 4 menus, les 4 premiers menus au départ. Ben non, vu que. On va ajouter le pourcentage pour les autres. Mais le pourcentage, tu le il se calcule au runtime, là, il n'y a rien de hard-codé. Oui, il y a un reste d'élément, tu prends la grosseur de l'élément, puis c'est un pourcentage versus son parent. Là. Tu calcules le bounding break. Ouais. Bounding break, c'est bloqué. Ça m'appelle add-on. Mais tu le fais add-on. Mais c'est vrai. Mais en vrai, j'ai même pas pris bounding rect. Là. Moi, j'ai pris, je sais pas, c'est blocking. Là. Les offsets. Je pense pas que c'est blocking. Ça, c'est juste une propriété, c'est pas une fonction. Ouais. C'est que les offset width, c'est pas. C'est vrai, get boundary, c'est un call. J'ai juste pas aimé l'autre fois. Ah ouais? Tu sais, le lib que tu as aussi utilisé, qui est les Tremor charts, qui est reach Ouais. en fait, en dessous. Ouais. Pour calculer, quand il met ses ticks Ah ouais. sur l'axe des X, lui, dans le fond, si tu es en mode auto, il calcule dans le fond l'espace. Ah, ok, ouais. Puis, genre, il divise en fonction de genre la grosseur des éléments genre du texte que tu mets sur tes ticks. Mm. Puis pour une raison que j'ignore, plus qu'il est bas dans l'écran, plus qu'il fait de call à bounding break. Ouais. Mais tu sais, même dans ce cas-là, ça pourrait parce que je veux dire, il fait le call une fois au début au render de la page. Là. Il ne fait pas à chaque frame. Ce qui est important, c'est que tu ne veux pas faire un call blocking dans le render de ta frame, mais tu peux le faire au début, ça ne dérange pas. Là. Yes. On va parler des API CSS, là, entre autres, avec les pattes là, qui sont hardware accelerated. Ouais. Mais ça, c'est-tu vrai par convention dans tous les browsers? Ben, c'est juste vrai dans le fond, tu prends pour acquis que tout le monde utilise Chrome. C'est vrai dans tous les browsers, à part si je me trompe. Là. Je suis pas mal sûr que c'est tous les browsers. Là. OK. Fait que c'est comme une convention, là, c'est comme un... Ouais. Ouais, parce qu'au final, ton app, c'est juste genre. Tu sais, c'est genre. C'est ton OS qui est pas plat. Fait que là, c'est genre. Quand Windows va dire, hey, draw Google, ben, il va faire genre, nous, est-ce que je le vois sur GPU ou sur ton CPU? Enfin, théoriquement, si ton chip intégré ou un GPU, c'est censé le faire automatiquement. Il y a même une rule en CSS, là, c'est quoi? C'est CSS will change pour dire à ton. Parce que ton browser, des fois, il peut même changer puis décider lui-même. Là. Tu peux lui spécifier, lui dire genre, yo, ça, je veux que ça roule sur le GPU. Il dit de faire attention à l'utiliser, là, mais c'est quelque chose que tu peux faire là, pour vraiment spécifier puis dire, cet anime-là, sur le GPU, switch pas entre les deux. Parce que des fois, il peut même, mi-animation, switcher, puis tu peux dropper un frame. Là. Ça, c'est moins le fun. Mais, ouais. Yes. Tu as aussi mettons, une coupe d'années, je ne sais pas si ça existe encore, mais une coupe de transition, mettons, Translate, tu as une version que tu peux dire Translate 3D, que tu dis, dans le fond, tu y indiques de l'ouvrir, c'est traduit. Mais toutes les translates, maintenant, ils sont sur le. Ouais. Il y avait un hack dans le passé, parce que, tu sais, Translate, tu lui donnais trois coordonnées, Mm-hmm. puis tu lui donnais 0, 0, puis juste l'axe sur lequel tu voulais qu'il. Ah, pour que ça roule sur le GPU. Forcer les yeux le GPU. Ouais. Mais c'était fucking calme, parce que tout le monde faisait ça. Fait que Ok, ouais. on disait qu'elle allait éventuellement, tous les browsers allaient porter toujours du GPU. Yes. Tu disais pour faire des loops, tu sais, tu utilisais toi des keyframes, mais pourquoi pas genre des lignes twin par exemple? Des quoi? Des lignes twin. Je sais que c'est une ligne qui s'appelle ligne twin. Je pense que le vrai mot en arrière c'est ligne. Au final, c'est genre faire des animations tout en ayant genre pas de keyframe. Toi, tu utilises ça? Je comprends pas le mot. C'est. Ligne twin, tape L-E-E-N-T-W-E-N. Ça? Et là, tu peux faire genre. C'est très Unity, mais. J'ai aucune idée c'est quoi ça. Puis ça te fait genre des belles animations sans forcément avoir des keyframes. Je sais pas si ça existe en web ou quoi même. J'imagine que non. À part si je me trompe, dans le web, il n'y a aucune autre façon que des keyframes transition ou en JS pour animer, je pense. Là. Ah ouais, tu peux faire genre des transitions genre à l'infini avec.
Ben, tes keyframes. Ben, tes keyframes, tu peux y donner, puis ça, tu peux y dire repeat. Là. Ça fait que tes animations infinies, c'est en keyframe. Là. Mais dans le fond, tu dis, mettons, j'ai de quoi qui spin toujours. Là. Ouais. J'ai genre un gros truc qui spin dans mon application. Là, je fais un call à mon. Non. Keyframe, elle pouvait laguer quand il y avait un user input, right? Ouais. Non, ça, c'est différent. Ça, c'est si tu veux l'interrompre. Right? Si tu changes ta keyframe. Right? Quand ça sautait, c'est que je changeais, je voulais rouler un autre keyframe. Right? Au début, je disais d'animer. Je l'ai-tu ici? Right? C'est ici, là, au premier, j'ai dit ben, anime de bas en haut. Puis là, au milieu, si je la change, puis je dis ben, anime de haut en bas, elle va skipper en haut, puis elle va animer vers le bas tout de suite. Right? Si je la lâche direct, là, ben, au début, je donne la keyframe à CSS, anime de là jusqu'ici. Puis là, au milieu, je la change. Mais là, elle va skipper au début, puis elle va animer vers le bas. C'est que ça, c'est pas bon. Mais la keyframe, une fois qu'elle est partie, quand tu fais une anime infinie comme celle-là, une fois qu'elle est partie, elle roule sur GPU. Tu ne peux pas l'interrompre. Même si live, la bleue, elle se fait bloquer, mais l'autre est partie, puis elle ne va pas se faire bloquer. C'est soit de très courte durée ou infiniment durée. C'est soit infini ou soit de durée que ton user ne peut pas l'interrompre. Que tu sais qu'elle va se rendre jusqu'à la fin. L'exemple de Sonar, c'est justement qu'il avait transitionné vers les animations parce que si tu faisais popper une autre toast, À skipper. la toast, elle se faisait tout de suite crisser en bas. La toast précédente. Ouais, elle glissait dans l'animation. Ouais, exact. Ouais. On peut donner une bonne. J'imagine que dans maintenant, tous vos gens vont avoir l'animation avec toutes les. Mais ça, là, il y a quand même une chose qui est importante à se rappeler, c'est que les animes, c'est la dernière chose à faire. Il faut régler ces bugs avant. C'est pas parce qu'il y a des animes qu'il n'y a pas de bugs. Là.